Merci, pardon pour cet instant d'installation. En ouverture, je voudrais citer Philippe Lyotard, sociologue qui a énormément travaillé sur les marques cutanées, qui écrit « L'écriture sur soi est une écriture de soi. C'est une écriture qui se fait dans un souci de soi. Ce n'est pas une écriture qui se fait au hasard. C'est se réapproprier son corps, se constituer un corps à soi, un corps voulu. » À quoi répond une autre phrase? Comment ne pas penser au lendemain, ne pas se projeter dans un futur? Un moment de vie n'est pas la vie. Ça, c'est de David Le Breton. Ce dernier segment, un moment de vie n'est pas la vie. Alors, l'écriture du corps laisse plus d'un, plus d'une, certainement parmi vous, songeurs. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on ait cet entretien assez bref et qu'ensuite vous puissiez répondre aux questions de la salle, parce que quand on se pose des questions, il faut aller à la source. Alors, que représente pour vous, Xavier Sixot, le tatouage? Quelle signification lui donnez-vous? Quelle valeur y attachez-vous? Je rejoins ce qu'a dit le collègue juste avant. C'est des marqueurs temporels. C'est depuis toujours l'homme a essayé de marquer le temps, que ce soit dans l'architecture, dans l'art pictural, dans la musique, etc. Et finalement, le tatouage, c'est dans cette continuité, mais sur le corps. Donc, j'ai un exemple. Lorsqu'on se fait tatouer, il y a toute la démarche qui va avant de concevoir le motif, de choisir son motif, etc. Après arrive le moment du tatouage qui est un moment presque sacré, qui est très fort, avec de la douleur, des émotions, etc. Et lorsque le tatouage est terminé, c'est comme s'il était déjà loin, en fait. Enfin, il est là. Maintenant, il fait partie de nous. Il va vieillir avec nous, donc c'est presque une petite mort, en fait. Il est là et en même temps, il n'existe plus. Parce qu'en fait, on a conjuré le sort. On a quelque chose, c'est fini. Voilà. Il y a aussi ce truc de talisman dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, les gens, moi, que j'ai pu interroger sur les tatouages et les preuves qu'ils ont passées, disent effectivement, ça peut être douloureux, mais cette douleur fait partie du tatouage et on l'inscrit comme étant une épreuve que l'on a passée. Il n'y a pas uniquement le motif et le dessin qui est là. Pour nous, dans notre tête, il y a ce que l'on a traversé pour modifier et s'approprier notre corps. Oui, et puis il y a aussi toute l'atmosphère qui va autour. On confie son corps à un inconnu, c'est quand même quelque chose qui est pas anodin. Donc on se livre en fait, corps et âme, à quelqu'un qu'on ne connaît quasiment pas. Et après, il y a tout le moment du tatouage qui est rituel. Par exemple, il y a le bruit de la machine qui vibre environ à 110 Hz, donc 110 battements par seconde. Donc ça fait une sorte de bourdonnement. Ça pourrait faire rentrer comme une sorte de transe, en fait, ce son répétitif. Et plus la sensation que moi j'assimile pas à de la douleur, parce que depuis qu'on a inventé ces machines, en fait, on a réduit la peine, en fait. Contrairement à des tatouages plus archaïques, à dents de cochon ou avec des os de goéland, etc. Donc c'est presque un moment agréable, moi, je trouve. Ah oui. Ouais. C'est pas, mais c'est vrai qu'on en fait tout un monde du tatouage, qu'on souffre, qu'on saigne, etc. Mais il faut venir dans mon studio, c'est pas ça du tout. Hein. On se croirait plus chez le coiffeur que. Alors justement, on va rentrer là par cette image dans votre studio. On a l'impression d'y être. Il n'y a pas le bruit du tatoueur, mais justement, j'avais envie de vous demander comment se passe en pratique la première rencontre avec le client, appelons-le ainsi, et l'élaboration du projet, le choix du dessin, sa topographie, son importance. Comment ça se déroule? Aujourd'hui, ça se déroule beaucoup par Internet, en fait, par email. Donc il y a souvent une première prise de contact où la personne va se renseigner, par exemple, sur les prix, sur la disponibilité, etc. Et ensuite, qui va proposer son projet.
Et souvent, on organise un rendez-vous physique pour parler plus approfondir vraiment le sujet, aussi voir la zone où on va la tatouer, voir si c'est possible ou non, s'il faut adapter la taille, voir aussi s'il y a des grains de beauté, des cicatrices, enfin aussi le corps de la personne, voir si qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Et ensuite, il y a un premier crayonné qui va être proposé. La personne va le valider ou non, et jusqu'à temps qu'on ait la version finale du tatouage. Et ça se fait généralement en une seule séance? Il peut y avoir plusieurs séances? Comment ça se passe? Alors, moi, le plus long tatouage que j'ai fait, c'est un dos, et ça a duré 10 séances de 6 heures, donc 60 heures. Voilà. Ah oui. Mais sachant que ça, c'est rien. Il y a au Japon, par exemple, un bodysuit, ce qu'on appelle, enfin un tatouage intégral, c'est une vie, quasiment. Enfin, c'est... Voilà. C'est comme une psychanalyse. Les gens reviennent ça peut être une psychanalyse. Régulièrement. Ouais, j'ai un ami qui va se faire tatouer au Japon depuis, ça fait 15 ans. Et il en est peut-être à aller à 30% du corps. Donc et il a mon âge, donc... D'accord. Ouais. Et alors, comment expliquez-vous ce développement exponentiel de la demande? Plus de 25% des Français de 18 à 34 ans sont tatoués. Le record mondial, c'est en Italie. 48% des gens en Italie sont tatoués. C'est impressionnant. Ouais. Et ça a commencé, grosso modo, dans les années 80. Il y a eu une augmentation dans les années 90. Et depuis les années 2010 et 2020, on a l'impression que non seulement le nombre de gens tatoués explose, mais surtout les surfaces corporelles tatouées. Je me souviens au départ, c'était des petits tatouages, souvent cachés ou à peine montrés. Maintenant, on voit des bras entiers, des jambes entières, des corps entiers. Comment on explique cet envahissement du tatouage? Alors, je pense que c'est beaucoup lié à Instagram et à Facebook, tout simplement. Ça, en fait, des gens se sont rendus compte qu'en fait ça existait, en fait, qu'il y avait cette culture-là qui était présente, et ça s'est développé sur les célébrités, donc les footballeurs, les chanteurs, donc vraiment tout ce qui est pop culture, en fait. Donc le tatouage qui était à la base une culture, une sous-culture ou une culture urbaine, en fait est devenu une pop culture grâce à justement aux réseaux sociaux. Et voilà, et au show business, etc. Donc les gens se sont dit, alors si Rihanna se fait tatouer les doigts et sous les seins, pourquoi moi j'aurais pas le droit, en fait? D'accord, donc le mimétisme, l'esprit grégaire. David Beckham, par exemple, qui très tôt s'est mis à se faire les deux bras, par exemple, avec des anges, avec des nuages, etc. À l'époque, ça se faisait pas du tout. Donc lui, ça a été l'un des premiers footballeurs à se faire des gros tatouages. Après, tous les autres footballeurs l'ont suivi. Et là, pareil, les fans de fond se sont dit, mais si mon idole David Beckham fait ça, pourquoi moi j'aurais pas le droit? Donc c'est parce que effet de mode. Effet de mode, oui. Après, le tatouage en France, il a une histoire qui est un peu étrange parce que à la base, comme on parlait tout à l'heure, c'était plutôt quelque chose d'artisanal. Enfin, c'était des artisans qui se faisaient tatouer. Et sinon, c'était totalement réprimé par la religion. Et c'est vraiment dans les bagnes, en fait, à Cayenne, par exemple, où c'est devenu du tatouage artistique, mais qui était aussi un tatouage d'appartenance, d'ennui, etc. Et après, qui est arrivé au début du 19e chez les Marlous, à Paris, par exemple, dans les voyous, on va dire, qui sont fait tatouer, après qui étaient repris par les blousons noirs, puis par les punks, puis par les motards. Donc en fait, c'est resté dans des milieux, comment dire, qui font peur, quoi, et qu'on essayait d'étouffer. Les gens à la marge. Voilà, les gens à la marge. Donc c'est vrai qu'encore aujourd'hui, même mes parents, ils ont cette image-là du tatouage, et moi, je suis arrivé avec une culture qui est, on va dire, plus punk, hip-hop, etc., où pour moi, je suis totalement décomplexé avec ça. Donc il y a aussi ma génération qui a apporté un autre regard, en fait, sur le tatouage, et je pense qu'aussi qui a permis de le démocratiser, en fait, se dire on peut être une personne comme tout le monde et avoir le droit de s'approprier son corps. Oui, ça me rappelle un perceur américain de renom, j'ai oublié son nom, qui disait, moi, quand je me suis fait percer il y a à peine
10 ans, j'étais quelqu'un à la marge, c'était une pratique réservée aux marginaux. Et maintenant, je suis surpris de voir des mamans arriver avec leur fille ou leur garçon, leur offrir un piercing parce qu'ils ont eu de bonnes notes ou qu'ils ont réussi un examen. Donc en l'espace de 10 ans, il y a eu un changement de mentalité extraordinaire. Alors par rapport à ce que disait Marion Guizy tout à l'heure, narcissisme, esthétisme, pour vous, quelle est la dominante là? Est-ce que ce sont des gens qui veulent marquer leur corps pour marquer leur histoire? Ou est-ce que ce sont des gens qui ont une volonté d'esthétisation du corps? Quelle est la tendance ou de mimétisme? On en parlait à l'instant. Mais... Ouais, alors pour moi, le tatouage, c'est divisé en trois types de tatouages. Il y a le tatouage artistique, le tatouage esthétique et le tatouage médical. Donc ce sont trois démarches totalement différentes. Donc on pourrait dire le tatouage esthétique, ça va être des faux oui. sourcils. Ça va être les gens qui ont une calvitie par exemple, qui vont se faire des faux cheveux. Les lèvres aussi, le contouring des lèvres. Donc ça, c'est le tatouage esthétique. Il y a le tatouage médical, mais qui remonte à déjà il y a 5000 ans, avec Ozzy, qu'on a retrouvé là, une momie. On l'a parlé hier. Voilà, qui en avait un peu partout sur le corps, et qui existe toujours aujourd'hui. Après, c'est prouvé ou non, on y croit ou pas, c'est discutable. Oui, hypothèse, mais... Voilà, et le tatouage artistique... donc il va être, pour ma part, mes clients qui sont, on va dire, plutôt des collectionneurs, des gens qui sont sensibles à l'art et qui ont envie de le marquer sur eux. Donc c'est pas vraiment du narcissisme, c'est plutôt de l'appropriation de l'œuvre. Moi je fais beaucoup d'images liées au cinéma, à l'art en général. Et c'est vraiment une manière de l'avoir sur eux. En fait, c'est presque comme un doudou. Et c'est très personnel, parce que c'est toujours des zones qui sont cachées. C'est pas les mains, c'est pas le visage. Donc c'est très personnel. Et pour moi, c'est pas vraiment narcissique. C'est plus, c'est juste rassurant en fait. Ils se regardent pas en disant que je suis beau, parce qu'en plus ils se disent j'ai une belle chose sur moi. Enfin, je sais pas comment dire. D'accord, comme s'ils avaient acheté un objet de collection, voilà, et qu'ils étaient contents de l'avoir. Ouais, et ils vont accumuler la collection sur eux, parce que c'est un peu comme un virus. Une fois qu'on a commencé, après on a envie d'en avoir d'autres. Et voilà. Donc, oui. Vous parliez tout à l'heure de religion. N'est-ce pas un signe de sécularisation de nos sociétés, d'émancipation de la foi traditionnelle, un signal de déclin des religions? Et je vais reciter, Sylvie Bonpoint, la phrase que je n'ai pas su citer hier, c'est que j'aime beaucoup. La peau devenue idole quand la religion s'étiole. Alors, ce n'était pas peut-être à proprement parler pour le tatouage, mais je pensais que pour le tatouage, c'était une interrogation. Est-ce que ce n'est pas un signe de sécularisation de nos sociétés? Oui, c'est possible. C'est vrai que on a perdu la foi dans notre société. Les gens sont plus intéressés par leur téléphone que par ce qui les entoure. Enfin, on est vraiment dans une perte de sens dans la société. Enfin, moi, c'est mon impression. Et le tatouage, c'est justement une reconnexion à son propre corps, à la nature humaine, à tout ce qu'on a oublié en fait, quoi. Enfin, on vit dans un monde qui est entièrement construit par l'homme et les yeux rivés sur notre téléphone. Donc c'est comme si on vivait dans un rêve. Enfin, notre corps, il est complètement, il a disparu, quoi. Donc finalement, quand on se fait tatouer, on se rappelle qu'on existe, on se réapproprie notre corps, et on en a besoin en fait. Et c'est pour ça que les gens en reviennent, et que c'est ce côté addictif. C'est qu'en fait, on en a besoin de cette reconnexion à soi-même, il y a un côté surnaturel aussi dans le tatouage. Ouais. Alors, j'ai interrogé plusieurs personnes tatouées. Beaucoup, quand même, disent vouloir tracer leur histoire, marquer. Récemment, j'en discutais avec quelqu'un qui avait
un tatouage sur le bras très, très visible, et qui me disait, mais c'est depuis la mort de mon père vivait en Polynésie, j'ai besoin d'avoir une trace qui, il vit dans ma mémoire, mais j'ai besoin que de temps en temps, comme vous le faites à l'instant, puisque je l'interrogeais là-dessus, des gens m'en parlent pour que je sois amené à reparler de lui, à le faire vivre. Est-ce qu'il y a cet intérêt de la reviviscence? Alors je vais parler en mon nom, enfin pour moi. Oui. Mais j'ai un tatouage, ouais, qui symbolise un moment très très dur de ma vie, le plus dur. Mais comment dire, à partir du moment où je l'ai fait, ça m'a permis d'aller mieux dans ma vie en fait, comme une thérapie en fait, comme aller chez le psy mais en plus rapide, parce que là c'est une séance et ça coûte moins cher en plus. Et du coup, et à chaque fois que je le vois, je me dis, ouais, voilà, ce temps, il est révolu. C'est derrière moi. Mais du coup, quand je suis à la plage, par exemple, les gens, ils vont me dire, mais c'est quoi ce tatouage? Mais je ne vais pas leur en parler. Je ne vais pas leur dire. Parce que je n'ai pas envie de revivre ce moment. C'est un moment qui m'appartient. Et voilà, donc je ne vais pas le partager. Après, il y a peut-être des gens qui se font ce tatouage justement parce qu'ils ont besoin de se remémorer. C'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas réussi à faire leur deuil. Donc peut-être que le tatouage, il n'était pas, comment dire, c'était pas suffisant, qu'il faut autre chose. Ou des gens qui n'ont pas les mots pour dire, mais qui veulent quand même signifier d'une certaine façon. Oui, c'est sûr. Il y a aussi maintenant quand même une recrudescence de demandes de tatouages. Beaucoup de gens sont peut-être allés trop loin. Quel est votre regard, vous, là-dessus? Alors, il y a deux regards. Encore hier, je voyais une vidéo d'un membre de gang aux États-Unis qui se fait détatouer tout le visage. Là, je pense que c'est de très grande utilité. Il faut le faire parce que s'il veut avancer dans le vie, il n'a pas trop le choix, quoi. Après, il y a le détatouage, de tout petits tatouages, mais qu'on a regretté. Par exemple, une petite typo où on a écrit Love, ou j'en sais rien, et on va l'effacer. Moi, je trouve ça très dommage, en fait. Parce que c'est une erreur, faut l'accepter, de dire tiens, je vais l'effacer. En fait, on se renie soi-même, en fait. Et d'avoir fait ce choix, c'était un choix complètement, comment dire, inconsidéré, un peu bête, finalement. Alors que quand un tatouage c'est vraiment motivé, on le regrettera jamais, en fait. Donc on pense même pas au détatouage. Mais c'est vrai que dans ma boutique, j'ai des gens qui viennent, qui sont tatoués et qui pensent déjà à la possibilité de se détatouer. Mais quand ils viennent avec cette manière de penser, je leur dis ne le fais pas. Ouais. En fait, parce que c'est pas le bon tatouage. En fait, c'est pas ce qu'il te faut. Donc voilà. Et après, sinon, le détatouage c'est utile aussi, je sais pas, pour des gens qui ont des motifs, on va dire. Je sais pas, racistes, imaginons, mais qui sont, comment dire, qui sont revenus sur ce qu'ils étaient, qui veulent changer, ça va leur permettre d'avancer dans la vie. Là, oui, c'est utile, c'est bien. Mais bon, je parle des tatouages de Nabila, par exemple, qui fait de la promotion pour le détatouage. Moi, je trouve ça, c'est infernal, quoi, parce que ça décrédibilise le métier, ça décrédibilise la pratique. Merci beaucoup pour cet entretien. Je pense que ça continuera tout à l'heure avec des questions. Là, on se promène dans votre studio.